Bonjour Isabelle Jobbasi. Bonjour Thibault. Vous êtes directeur des études économiques de Crédit Agricole et je vous reçois aujourd'hui pour décrypter ce qu'il se passe sur l'investissement. Il est particulièrement intéressant d'avoir votre opinion d'économiste de banque sur le sujet pour voir vraiment ce qui se passe. Aujourd'hui, on a un début de reprise, on a la politique de la BCE qui est plutôt accommodante et qui devrait le rester au moins ces 18 prochains mois. Et pourtant, l'investissement stagne, l'investissement des entreprises, il n'est pas revenu à son niveau d'avant-crise. Alors comment l'expliquer ? Est-ce uniquement dû à la faible demande adressée aux entreprises? Qu'en pensez-vous? Alors c'est un des éléments explicatifs, mais il y en a d'autres. En premier lieu, si on regarde bien, dans la période pré-crise, les projets d'investissement étaient calibrés en fonction des perspectives de croissance et de demande qui étaient à l'époque flatteuses, mais qui se sont avérées erronées. Donc la crise a laissé des cicatrices au travers d'excès de capacité qu'il va falloir résorber, et donc ça va constituer un frein à de nouveaux investissements. Et puis on sait que pour financer ces investissements, on a eu du crédit, on a eu de la dette, et qu'on a pas mal d'entreprises qui se retrouvent dans une situation, dans certains pays, qui se retrouvent dans une situation de surendettement, et donc la priorité va être donnée au désendettement, et donc moins d'investissement. Et puis dernier élément, probablement, c'est que la crise financière a fragilisé les bilans bancaires. Surtout là où on a eu éclatement de bulles immobilières et de crédit, couplé à une récession sévère. Ceci en même temps qu'on avait des contraintes réglementaires qui avaient tendance à se renforcer. Et tout ceci a créé une vague de défauts au niveau des entreprises, en particulier sur les secteurs qui étaient en surchauffe. Et donc nécessairement aussi un frein sur le crédit. Les banques sont parfois également accusées de ne pas jouer le jeu par certaines entreprises, ne pas jouer le jeu de l'octroi du crédit. Que faut-il en penser? Est-ce qu'il y a une part de responsabilité des nouvelles règles de régulation financière? Je pense à Bâle 3 par exemple. Alors c'est vrai, ce que vous dites est tout à fait vrai. En fait, les banques font face à des injonctions un peu contradictoires. C'est-à-dire que d'un côté, on leur demande de prêter davantage, notamment aux entreprises, pour faire redémarrer la croissance. Et puis de l'autre, vous avez le régulateur qui demande toujours d'assainir davantage les bilans, de renforcer les fonds propres, de réduire les prises de risque. Et donc ceci est effectivement un frein à l'activité de crédit. Mais je dirais plutôt que ça a eu un effet en fait procyclique et amplificateur. En fait, ce qui est vraiment discriminant, c'est l'interaction entre les cycles économiques et de crédit. En fait, là où vous avez pu préserver la croissance et où les canaux de transmission de la politique monétaire ont été opérants, en fait, le crédit est resté abordable et sa résilience a permis en retour de soutenir l'activité. C'est typiquement le cas de la France. On a eu un petit peu de croissance et on a eu un petit peu de crédit et donc on a pu continuer à financer l'investissement. En revanche, dans un certain nombre de pays, en particulier on pense aux pays du sud de l'Europe, on a eu récession économique et contraction du crédit qui se sont mutuellement alimentés et avec à la clé une chute assez vertigineuse d'ailleurs de l'investissement. Et pour les entreprises françaises, est-ce qu'il y a un problème à considérer au niveau de la restauration des marges qui ne serait pas encore à des niveaux suffisants pour réinvestir? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça s'améliore dans les prochains mois, les prochaines années? On croise les doigts. On croise les doigts. On croise les doigts. On sait qu'aujourd'hui la configuration est plutôt favorable, c'est-à-dire qu'on a cette baisse du prix du pétrole, y compris exprimée en euros, qui va donner un peu un ballon d'oxygène aux entreprises au travers d'une baisse du coût des consommations intermédiaires. Et puis on a en France le crédit d'impôt compétitivité, on a ce pacte de responsabilité avec son lot d'allègements de charges, et mécaniquement, ou toutes choses égales par ailleurs, les conditions sont réunies. Voilà, ça devrait permettre un redressement des marges. Selon nos prévisions, on pourrait gagner 3 à 4 points de marge en l'espace de 2 ans et revenir progressivement sur les niveaux d'avant-crise. Alors, est-ce que c'est suffisant pour permettre une relance des dépenses d'investissement? On l'espère. On l'espère notamment pour les entreprises qui ont des projets mais qui ont des contraintes financières et qui, de fait de cet allègement et de ce remontée de la profitabilité, pourraient effectivement se remettre à investir. Est-ce qu'il faut attendre quelque chose du plan qui vient d'être annoncé par le Premier ministre Manuel Valls de coup de pouce à l'investissement, un plan dont le coût est estimé à 2,5 milliards?
Alors, ce que vous dites, plutôt un coup de pouce, c'est-à-dire que les entreprises, en fait, qui avaient déjà des projets d'investissement, eh bien, vont être d'autant plus incitées à les réaliser. En revanche, celles qui ne comptaient pas investir, eh bien, elles ne vont probablement pas se précipiter. Elles vont probablement attendre que les conditions de débouché et le carnet de commandes s'améliorent de manière significative. Alors, on peut se dire qu'il y a probablement les entreprises qui avaient des projets, comme je le disais, des contraintes financières. Si les marges se redressent, elles vont essayer de profiter effectivement de ce bonus fiscal. Donc, petit effet d'aubaine, avec bien évidemment toujours le risque de contre-coup une fois que le dispositif s'arrête. On a parlé un petit peu de la France. Dans les autres pays, est-ce que l'investissement redémarre plus rapidement ? Alors, ce qu'on a dit sur la France, c'est qu'effectivement, globalement, notre investissement s'est montré relativement résilient au niveau de la crise, parce qu'on a eu un petit peu de croissance, on a eu un petit peu de crédit. En revanche, là où on a eu en fait des récessions très sévères, où l'assainissement des banques a été plus lent et on a eu une chute, et là on a eu une chute de l'investissement, on peut espérer un effet de rattrapage au niveau du cycle d'investissement, soutenu en particulier aussi par la politique très accommodante de la Banque Centrale Européenne. En 2005, le président de la Fed, Bernanke, anticipait un tarissement des opportunités d'investissement liées tout simplement aux surcapacités de production et au vieillissement de la population, un vieillissement de la population qui entraîne une préférence pour l'épargne. Est-ce que nous y sommes, cette phase de tarissement? Qu'en pensez-vous? Alors, vous faites référence au débat qui a eu lieu, en fait, effectivement, au milieu des années 2000, qui tentait, en fait, d'éclaircir l'énigme obligataire. C'est cette baisse tendancielle des taux longs américains, en l'occurrence. Et en fait, il y avait deux écoles. Donc, il y avait l'école Bernanke, pour qui c'était cet excès d'épargne au niveau mondial qui venait se déverser sur les marchés et donc qui expliquait cette baisse des taux d'intérêt. Mais généralement, normalement, quand on a une baisse des taux d'intérêt, on aurait dû avoir une relance de l'investissement. Et donc c'est l'autre thèse qui est développée plutôt par Raghuram Rajan, qui est un ancien du FMI, aujourd'hui gouverneur de la Banque centrale indienne, pour qui on avait aussi à l'époque probablement des opportunités d'investissement qui avaient eu tendance à se tarir. Et je dirais que finalement, si on regarde bien, c'est les deux phases d'une même problématique. C'est-à-dire d'un côté, on a effectivement un pool d'épargne très important au niveau mondial. Alors très schématiquement, les Chinois épargnent pour tout, en l'absence d'un filet social de sécurité. Pour la retraite, pour la santé. Voilà. Et puis les Occidentaux qui vieillissent et donc qui épargnent pour leurs vieux jours. Et donc tout ce qui est épargné n'est pas consommé. Et donc à l'inverse, eh bien, effectivement, on a des opportunités d'investissement qui se tarissent en phase avec le manque chronique de demande. Et est-ce qu'on peut voir dans la situation actuelle une conséquence de l'essor de l'économie numérique qui nécessite finalement assez peu d'investissement pour grandir et pour que les entreprises deviennent des groupes mondiaux? Alors là, la réponse n'est vraiment pas simple. Oui. Alors je pense que ça pose vraiment la question de la portée de cette révolution numérique. Et là où je viendrai un petit peu à l'encontre de ce que vous dites, je pense qu'il y a encore des gisements d'investissement qui n'ont pas été exploités. Autrement dit, en fait, le numérique est omniprésent en fait chez le consommateur, en fait l'est beaucoup moins, notamment en France, du côté des entreprises. Donc il y a des marges probablement de manœuvre de ce point de vue. Mais je dirais qu'à plus long terme, ça pose d'autres types de problématiques, voire de défis pour nos sociétés, parce que si on a cette révolution numérique, cette numérisation des processus opérationnels, eh bien avec notamment des machines plus intelligentes qui effectuent des tâches de plus en plus complexes, eh bien ça risque de provoquer des destructions massives d'emplois, notamment au niveau des classes moyennes qui sont le socle de nos démocraties. Mais là, c'est un débat autre qui est aussi passionnant, mais en fait assez controversé. Eh bien, merci Isabelle Jobbasi. Je rappelle que vous êtes directeur des études économiques de Crédit Agricole. Merci de ce décryptage donc sur ce qu'il se passe autour de l'investissement. Merci. Merci.